à fait. sinon, voilà, prenez un petit stylo et de quoi écrire pour vous noter les questions qui arrivent au fil de l'eau. On les abordera à la fin de ce webinaire. Alors, pour commencer, je vais partager mon écran pour que vous puissiez justement voir ma présentation. Je ne sais pas si tout le monde le voit. Voilà, ça devrait être bon de votre côté. Alors, en introduction, j'ai vu que certains d'entre vous, certains des participants connaissaient déjà Solidatech. Si ce n'est pas le cas de tout le monde, je voulais quand même en profiter pour présenter qui on est et ce qu'on fait. Et bien sûr, tout ce qu'on peut apporter pour votre association dans le numérique en matière de formation et d'outillage. Puis après, je vais vous proposer d'aborder différents sujets qui ont trait justement au numérique et au bénévolat. Et toutes ces thématiques, tous les exercices, la méthodologie d'accompagnement, les outils que je vais pouvoir vous présenter ce matin sont le fruit du travail d'accompagnement qu'on a pu réaliser dans le cadre de l'accélérateur que Amélie justement a introduit tout à l'heure. Donc l'accélérateur, c'est un programme d'accompagnement gratuit à destination des associations de solidarité qui visait à aider ces associations à recruter, gérer, mobiliser, former à distance les bénévoles grâce au numérique. Donc voilà, un petit peu le fruit de ce travail de réflexion et d'accompagnement, c'est ce sur quoi je vais pouvoir m'appuyer ce matin pour vous transmettre tout le savoir qu'on a pu accumuler ces derniers mois pour initier sa transformation numérique avec ses bénévoles et avec, bien sûr, ses équipes permanentes quand on en a. Pour vous présenter Solidatech, déjà vous dire qui on est. Solidatech, c'est un programme numérique qui est porté par un chantier d'insertion qui s'appelle les Ateliers du Bocage, qui sont localisés dans les Deux-Sèvres. Alors, pour ceux qui sont en Loire-Atlantique et côté ouest, peut-être que ça vous parlera. Les Ateliers du Bocage, du coup, ce chantier d'insertion qui s'est rapproché d'un réseau international qui est assez peu connu en France, qui s'appelle TechSoup, justement pour aider les associations à initier leur transformation numérique. Alors, on existe en France depuis maintenant 12 ans, donc on a une solide expérience. Et ce qu'on va faire pour les associations, c'est trois choses. C'est faciliter l'accès à des équipements numériques. On va le voir tout de suite, je vais vous montrer ce que c'est exactement. On va pouvoir accompagner ces associations de différentes manières. Là aussi, je vais vous présenter rapidement le contenu, l'offre de formation et de conseils qu'on peut proposer aux associations sur le numérique. Et on va innover en participant notamment à des études nationales sur, par exemple, la place du numérique dans les associations, pour permettre aux responsables associatifs, aux conseils d'administration des associations, d'avoir un peu plus de prendre un peu plus de recul sur leur situation et de voir comment est-ce qu'elles peuvent mettre en place des outils numériques qui sont en cohérence avec leur projet associatif. En matière d'outillage, on va proposer des équipements professionnels qui sont soit reconditionnés dans notre chantier d'insertion, les ateliers du bocage. Donc, c'est des équipements professionnels, des tablettes, des ordinateurs, des téléphones, des imprimantes, des serveurs. On propose plein de choses. Ou des équipements neufs, parce qu'on a des partenariats du coup avec des équipementiers informatiques, notamment Dell. Et ce sont des équipements informatiques qui sont accessibles depuis notre site internet, solidatech.fr. D'ailleurs, je peux vous montrer directement à quoi ça ressemble. Vous êtes sur notre site internet ici. Et dans la catégorie solutions, logiciels et matériels, vous avez le choix de choisir entre équipements informatiques et logiciels et solutions en ligne. On va l'aborder juste après. Et ici, vous pourrez sélectionner les ordinateurs, les tablettes, les téléphones, les serveurs dont votre association a besoin et passer directement commande en ligne. Bien sûr, si vous avez des besoins beaucoup plus conséquents ou qui n'apparaissent pas forcément dans le catalogue, n'hésitez pas à prendre contact avec notre équipe commerciale qui peut vous faire des devis. Ça, on ne sait pas forcément. En matière de solutions numériques, on va proposer l'accès à des logiciels à tarif solidaire pour les associations. C'est donc
soit des solutions qui sont mises à disposition gratuitement par des éditeurs de logiciels avec qui on aura négocié des tarifs, soit avec des réductions qui sont quand même non négligeables. On est entre 50% en moyenne. Donc là aussi, c'est hyper intéressant pour une association, surtout en fonction des budgets associatifs aujourd'hui. Et c'est quand même trop bête de payer encore des logiciels alors qu'il existe des tarifs solidaires pour les associations. Et c'est bien sûr des solutions qui ont un lien avec toutes les activités d'une association, que ce soit la collecte de fonds, la bureautique, les outils collaboratifs. Là, je vous mets la cartographie des solutions qui sont disponibles à notre catalogue. Elles sont également accessibles depuis notre site internet solidatech.fr. Donc, en vous rendant sur notre site internet, dans la rubrique Solutions, et vous pourrez cliquer sur Logiciels et solutions en ligne. Là aussi, comme pour les équipements informatiques, tout est accessible et payable depuis notre site internet. Si vous avez la moindre question ou si des offres, des produits ne sont pas forcément très clairs, n'hésitez pas à vous rapprocher de notre équipe support. Il y a dans la rubrique Nous contacter, vous pouvez tout à fait les appeler. Il y a une hotline qui est disponible, gratuite, 5 jours sur 7, où mes collègues de l'équipe support peuvent vous aiguiller sur le choix des solutions qui sont à notre catalogue. Ça, c'est quand même assez pratique. En matière d'accompagnement, on va proposer plein de choses. Donc je vous parlais justement de la hotline avec mes collègues de l'équipe support que vous voyez ici en photo. On propose aussi des webinaires mensuels. Là, vous pouvez avoir l'info en vous inscrivant à notre newsletter. On essaye de relayer, de partager largement l'inscription à ces webinaires. On en organise généralement une fois par mois. Cet après-midi, d'ailleurs, c'est sur la sécurité informatique, un sujet qui mobilise pas mal les foules. On anime aussi une plateforme collaborative qui s'appelle OpenAsso, qui permet en fait à des individus de poser des questions, pas forcément sur le numérique, c'est sur le juridique, le RH, enfin tout ce qui a trait à l'activité d'une association et derrière des experts dont nous faisons partie avec d'autres personnes, vous répondent. Donc là aussi, ça peut être une solution quand on a un problème, une difficulté particulière, de poser sa question à la communauté et d'avoir une réponse d'experts. Et bien sûr, des événements gratuits de sensibilisation au numérique, comme Résolution numérique. Et en matière de contenu, pour vous aider un petit peu à y voir plus clair sur comment est-ce que je fais pour choisir un outil numérique, comment est-ce que je fais pour faire mon diagnostic, trouver un prestataire informatique, on a mis en place plein de choses. Le premier truc à savoir, c'est qu'on anime et on enrichit très régulièrement, toutes les semaines, un centre de ressources qui est accessible, là aussi, depuis notre site internet. Vous retrouverez tous les liens dans le support de présentation, qui vous permet d'avoir accès à des articles, des tutoriels, le replay de l'ensemble de nos webinaires, des études comparatives entre différents outils collaboratifs, par exemple. Donc, tout ce qui va vous permettre de faire les bons choix au bon moment en fonction des besoins de votre association et de vos équipes. On a également, j'en parlais tout à l'heure, la newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner et qui essaye de partager régulièrement des bonnes astuces, des réductions sur des solutions numériques qu'on aura pu négocier ce mois-ci avec un éditeur de logiciels ou voilà, le renouvellement de notre catalogue d'équipements informatiques. On a également un outil d'autodiagnostic accessible en ligne, complètement gratuit là aussi, qui vous permet de faire un petit peu l'état des lieux du numérique dans votre association. Et c'est un bon outil pour initier une discussion en équipe. Et enfin, dans le cas où vous cherchez, par exemple, une entreprise d'infogérance, un technicien qui peut intervenir sur un problème informatique, quel qu'il soit, on a mis en place une plateforme de prestataires numériques qui sont recommandés par nous, Solidatech, et par des associations qui ont pu bénéficier de leurs services. Donc là aussi, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil voilà, quand vous avez un besoin informatique, quel qu'il soit, ou à recommander des prestataires avec qui vous avez travaillé pour justement enrichir et permettre à d'autres associations de pouvoir retrouver des prestataires numériques compétents et efficaces.
Et enfin, en termes d'accompagnement, pour celles et ceux qui voudraient aller un petit peu plus loin, on va pouvoir proposer, des sessions de conseils individualisés, des formations collectives sur, par exemple, qu'est-ce que c'est le travail collaboratif? Comment, se mettre en conformité avec la RGPD? Ça, c'est des sujets sur lesquels on intervient beaucoup, mais aussi de cadrer et de vous orienter vers des professionnels, techniques, spécialistes, pour migrer, toutes vos données, d'un système à un autre. C'est par exemple quand on veut passer sur Office 365, nous, on travaille avec des prestataires spécialisés, qui peut vous accompagner dans la création, de votre, compte Microsoft, dans la création de votre nom de domaine, de votre système de messagerie et cetera. Là aussi, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Les coordonnées, figurent bien sûr sur ce support de présentation via la mairie de la fondation ou sur notre site internet. Voilà pour la présentation de Solidatech et tout ce qu'on peut faire pour votre association en matière de numérique. Maintenant, je voulais un petit peu rentrer dans le vif du sujet et vous parler de transformation numérique avec, et pour vos bénévoles. Parce qu'on a vu, voilà, que, ces derniers mois, la crise sanitaire, hein, quoi qu'on en dise, ça a pas mal bousculé notre quotidien, notre, rapport à la manière dont on fonctionne, pardon, au sein de nos associations et à la manière dont on va interagir avec nos bénévoles. Et justement, par rapport à ça, je voulais déjà voir, où est-ce que votre association, se situe, par rapport à ces derniers mois? Comment est-ce que vous jugez aujourd'hui, la situation de votre association concernant le numérique? Est-ce que c'est plutôt, bah, vous non, il n'y a pas vraiment de changement, d'évolution, vous étiez déjà bien outillés avant la crise et ça n'a pas vraiment changé? Ou au contraire, est-ce que la crise sanitaire, eh ben, ça vous a boosté, ça a été un accélérateur pour que vous mettiez en place plein de nouvelles choses, un nouveau fonctionnement, une nouvelle logique? Ou, finalement, la crise, oui, ça vous a obligé à mettre en place plein d'outils numériques, différents, mais, vous tâtonnez, vous les maîtrisez pas forcément et ça pose, pas mal de questions et de difficultés. Pour répondre à cette première question, je vous propose de taper 1, 2 ou 3, qui sont en fait le numéro des questions qui vous sont posées en fonction de la situation de votre association. Et là, comme ça, je pourrais voir où est-ce que tout le monde se situe, heu, par rapport au numérique depuis cette, terrible crise, sanitaire. Alors, je vais simplement revenir dans le chat pour pouvoir voir les réponses des uns et des autres. On a une grande majorité de 2, hein. Ouais, grande majorité de 2, très bien. Donc plutôt, ça a été un accélérateur assez positif d'une transformation que vous aviez déjà initiée. Super. Donc ça montre que, vous étiez déjà assez proactif, que vous aviez peut-être déjà mis pas mal, d'outils numériques en place. Ça s'est, peut-être, bien passé, on va en parler. Toujours est-il que si vous êtes dans cette situation où la crise sanitaire, ça a fait un peu l'objet d'un accélérateur, sans doute que vous avez mis en place des outils collaboratifs, la visioconférence pour faire des réunions à distance ou former vos bénévoles, en ligne. Donc plein de choses et là, on arrive à un moment, je ne sais pas si vous le vivez, comme tel, mais où l'enjeu, ça va plus être simplement de mettre en place des outils numériques, un petit peu de ci, de là, un outil de discussion instantanée, un groupe WhatsApp, un Slack, un Rocket Chat, mais de voir un petit peu comment tout ça, ça s'inscrit dans votre projet associatif. C'est déjà de voir, dans quelle mesure, ces outils numériques sont cohérents avec vos objectifs, vos activités. Si je prends l'exemple, c'est ce qui, ressort souvent des échanges qu'on a avec les associations, c'est que beaucoup d'entre elles ont mis en place, ont créé une page Instagram parce que voilà, c'était l'outil sur lequel il fallait être, où tout le monde communique. Mais finalement, le projet associatif, c'était de toucher des personnes qui avaient plus de 35 ans et du coup, bah, on se rend compte que le canal d'Instagram, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus, c'est pas ce qu'il y a de plus cohérent parce que sur Instagram, la cible des utilisateurs, généralement, un petit peu plus jeune. C'est pas finalement comme ça qu'on va réussir à mobiliser, notre communauté de bénévoles ou nos
nos réseaux proches de l'association. Donc c'est déjà voir cette cohérence, voilà, entre le projet associatif et les outils utilisés. C'est aussi voir de quelle manière, dans quelle mesure les outils qu'on utilise, quelle est leur finalité finalement. Oui, beaucoup d'entre vous, j'ai vu dans les réponses au questionnaire que vous m'avez partagé, ont mis en place des groupes WhatsApp ou des solutions pour finalement informer, partager de l'information, interagir avec vos bénévoles. Mais est-ce que, à un moment donné, la discussion a été de pourquoi est-ce qu'on a envie de mettre en place ces outils? Et quel type d'information on va partager? Est-ce que c'est plutôt de l'information informelle, voir si tout le monde va bien, comment est-ce que mes bénévoles gèrent la crise, est-ce qu'il y a des difficultés particulières? Ou est-ce que c'est de l'information qui a forcément un lien avec les activités de l'association? Et ça va déterminer finalement comment est-ce qu'on va utiliser l'outil et de quelle manière tout le monde va se l'approprier. Souvent, on met en place des groupes WhatsApp pour partager de l'information sur l'association et puis on se rend compte qu'on digresse et ça finit par un fil interminable sur WhatsApp où on ne s'y retrouve plus, où on doit remonter à plusieurs jours, plusieurs semaines pour retrouver l'information. C'est plus compliqué. Et en fait, si on avait eu cette discussion sur quelle information on veut partager, peut-être que ça aurait pu changer soit la manière dont on présente les règles d'usage du groupe WhatsApp, soit le choix de l'outil en lui-même. Si on avait plusieurs sujets sur lesquels on aurait voulu échanger avec plusieurs personnes, peut-être qu'un outil de discussion instantanée avec une catégorisation par canal ou par sujet ou par projet aurait été plus adéquate. Donc c'est ce genre de questions que nous amène à réfléchir la mise en place d'outils numériques. C'est également se poser la question de la pérennité. La pérennité de l'utilisation de ces outils, c'est de se dire, oui, c'est pas simplement choisir et installer un groupe WhatsApp, c'est de définir qui est-ce qui va informer l'ensemble de mes bénévoles et de mes salariés qu'il existe un groupe WhatsApp, qui est-ce qui va m'informer des règles d'usage de ce groupe, qui est-ce qui va animer les échanges, relancer les personnes quand elles n'interagissent plus, qui est-ce qui va peut-être aussi faire le tri entre tout ce qui se dit, en disant attention, là on digresse, il faut qu'on revienne sur les sujets qui nous rassemblaient au départ. Donc voilà, c'est un peu ce genre de questions qui se posent quand on met en place un outil numérique, particulièrement en ce moment où là, ça fait 1 an qu'on est à fond, qu'on a mis en place plein de choses et vient ce moment où il faut prendre un petit peu de recul sur nos pratiques pour toujours se dire que le numérique, c'est censé nous faciliter la vie, nous faire gagner du temps et pas nous embrouiller ou nous faire perdre du temps et de l'espace mental quand les outils numériques se multiplient. Le numérique, ça vient aussi un petit peu bousculer, et particulièrement ces derniers mois, nos rapports, la manière dont on va interagir avec nos bénévoles. Beaucoup d'associations ont pris les devants et ont proposé comment dire, des missions, des activités qui pouvaient se faire à distance et ainsi permettre aux bénévoles de non plus se déplacer, mais voilà, de pouvoir travailler ou interagir depuis chez eux. Et à ce titre, je voulais déjà voir quelles sont les associations parmi vous qui ont proposé des missions de télébénévolat. Télébénévolat, c'est simplement dire des missions bénévoles à distance. Voir un petit peu qui a pu tester ces propositions-là. Alors, je vois qu'il y a des... Alors, il y a un grand oui de la FDFA, très bien. Marc aussi. Ensemble de générations, pas vraiment. Très peu, OK. Donc il y a peu de oui pour l'instant, c'est plutôt non. Alors je ne sais pas si, Marc ou, la personne qui représente la FDFA peuvent nous en dire un petit peu plus
sur quelles sont les missions qui ont été proposées à distance et c'était qui un petit peu les profils bénévoles qui ont pu réaliser ces missions. Marc, par exemple, je ne sais pas Bon. si vous voulez Oui, nous en dire un peu bonjour. plus. Bonjour. Oui, merci. Oui, bonjour. Bien sûr, du coup, donc c'est l'association Like Ton Job, donc qui a pour but de présenter des métiers à des collégiens. Et en fait, avec les contraintes sanitaires, on a quand même pu maintenir nos présentations métiers dans les collèges, mais c'est avéré que certains bénévoles ne pouvaient se déplacer Mmh. en collège parce que leur entreprise était un peu réticente. Donc on a mis en place en fait la visio tout simplement dans les classes pour que les bénévoles puissent présenter leur métier. Et D'accord. ça, on l'a fait, mais c'est vraiment un dernier recours pour nous parce que ça a moins d'impact qu'une rencontre physique avec les collégiens. Bien Voilà. sûr. Et quels étaient un petit peu les bénévoles qui ont pu faire ces présentations? Et comment est-ce que vous leur avez, proposé, cette nouvelle manière de faire? En fait, c'est plus venu d'eux que de nous. C'est-à-dire que nous, on a dû un peu plus s'adapter à ces personnes. Donc, c'était des gens issus en général de grandes entreprises qui Mmh. avaient comment dire, des réglementations très strictes sur les actions comme ça, solidaires. Et il fallait en fait qu'ils prennent le moins de risques possible. Donc, c'est plus venu d'eux que de D'accord. nous. Et nous, finalement, c'est plus adapté à cette nouvelle demande de leur part. Mais ça reste très mineur et c'est aussi volontaire de notre part. On ne veut pas que ça soit comment dire, la norme pour nous, D'accord. ces interventions à distance. Vous pensez du coup que, ces missions-là vont, être amenées à disparaître, le jour où on pourra reprendre des activités en présentiel? C'est pas quelque chose que votre association, souhaitera forcément garder dans son fonctionnement? Dans notre non, enfin, je D'accord. pense pas pour notre mission principale. On pourra peut-être D'accord. faire des choses à côté, mais notre mission principale de rencontre entre des collégiens et des professionnels, je pense qu'on gardera quand même le présentiel. Et d'ailleurs, enfin, la majorité des bénévoles demandent à venir. Voilà. D'accord. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Marc Je pour vous ce partage remercie. d'expérience. Je ne sais pas si la personne, qui, représente la FDFA, Oui, je heu suis là. Je oui, suis bonjour. Bonjour, je suis Isabelle Dumont. Donc, c'est pas l'AFDFA parce que le premier F, c'est pour femmes, c'est pas fédération ou fondation. D'accord. Ça, c'est juste une petite astuce de langage. Donc, nous accueillons des personnes en situation de handicap et Mmh. nous avons mis en place pour certains ateliers, donc, c'est des moments de rencontre, bien-être et estime de soi. On a mis en place donc des ateliers qui étaient déjà existants sont passés en distanciel et puis on a mis Mmh. en place de nouveaux ateliers qui permettent de se retrouver. Alors certainement que quelques-uns d'entre eux seront pérennisés parce que comme on travaille avec des personnes en situation de handicap, Mmh mh. ça a permis à certaines personnes qui n'assistaient pas en présentiel aux ateliers parce que la distance, parce que la fatigue, Mmh. de revenir et d'avoir une activité au sein de l'association. Donc on D'accord. pense que ça va le faire. Et puis, l'usage de la visioconférence a été très utile aussi pour la formation de nos bénévoles, et en Mmh. particulier de nos bénévoles qui travaillent sur l'écoute violence femmes handicapées, qui est notre plateforme d'écoute, d'orientation et d'accompagnement pour les femmes handicapées victimes de violences et de maltraitance. Et donc, Ouais. on a fait toute une session de formation à raison d'un mois. Elles avaient un MOOC comme support et puis tous les mois, toutes les semaines, pardon, on faisait une réunion en présentiel, en visioconférence, pardon, pour un échange de pratiques et les questions-réponses et aborder un peu plus précisément les notions qui avaient été vues dans le MOOC. Et je pense qu'effectivement, là aussi, on va pérenniser, peut-être pas uniquement la visioconférence, mais en mode hybride, à savoir les personnes qui veulent assister en présentiel seront les bienvenues Ouais. et celles qui sont retenues parce que leur état de santé ne leur permet pas de se Mmh. déplacer ou l'accessibilité des transports ne leur permet pas de se déplacer, d'assister en visio.
D'accord, très bien. Oui, donc un grand pas en avant et puis quelque chose que vous allez pérenniser dans le temps. Enfin, vous avez mis en place le truc du MOOC avec la visio sur les échanges de pratiques. Ça, franchement, je retiens parce que ça a l'air hyper intéressant. Merci beaucoup, Isabelle, pour ce Je vous en partage. prie. Donc ça vous donne voilà, quelques retours d'expérience d'associations qui ont pu tester les missions de bénévoles à distance. On a vu là des échanges qu'on a eu, que c'était beaucoup autour de la visioconférence en termes d'outils mis en place pour former ou permettre l'échange d'informations ou la présentation avec des collégiens. Si déjà on regarde un petit peu comment ça s'est passé dans les autres associations, là, je vous présente un graphique qui est issu d'une étude hyper intéressante que je vous invite vraiment à aller feuilleter, de Recherche et Solidarité, d'avril 2020 sur le bénévolat pendant le confinement. Et en fait, ils ont fait voilà, ce focus sur le télébénévolat. Et ce qu'ils montrent, c'est que si le bénévolat à distance était quelque chose d'assez peu développé avant la crise, il y a une vraie percée pendant le confinement. Et donc que pendant le premier confinement là, de mars à mai, il y a eu plus de 2/3 des bénévoles qui sont restés actifs grâce à des missions à distance. Ces missions à distance, elles étaient beaucoup plus larges que simplement participer à des échanges de pratiques en visioconférence, à des formations. C'était beaucoup autour des questions de support administratif, de développement ou création de contenu pour la newsletter, améliorer le site internet, participer ou créer des demandes de subventions, des demandes de financement. Donc plein de missions différentes. Ce qu'on voit aussi, et ce que je trouve qui est intéressant par rapport à ce qui vient d'être dit, c'est que dans encore 25% des cas, c'était parce que l'association ne leur a pas proposé une mission à distance qu'ils ne l'ont pas fait, qu'ils ne sont pas restés actifs. Donc on voit vraiment que l'association a un rôle clé dans le fait de mettre à disposition des outils qui permettent voilà, aux bénévoles de poursuivre leur activité. Mais du coup, c'est intéressant d'avoir l'expérience de Like Ton Job pour qui finalement c'était surtout les bénévoles qui ont poussé pour mettre en place des outils et voilà, adapter le fonctionnement de leur association. Maintenant, si on regarde un petit peu qui sont ces personnes qui ont fait du télébénévolat, ça peut aussi nous donner des billes sur bah, à qui est-ce que je pourrais proposer ce genre de mission si ça m'intéresse. C'est bien sûr les moins de 25 ans. Qui sont peut-être un peu plus à l'aise sur les pratiques numériques et les bénévoles très ponctuels, donc les bénévoles qui se mobilisent moins d'une fois par mois, qu'on a un peu du mal à capter et à fidéliser. La pratique du télébénévolat peut être une opportunité pour fidéliser ces personnes qui ne souhaitent plus forcément se déplacer le soir ou qui ne sont pas forcément disponibles en journée. Mais voilà, le fait de pouvoir travailler sur une recherche, sur une demande de financement, pardon, en ligne via un outil de co-création de documents depuis chez soi, ça peut vous permettre à vous d'avancer sur le sujet, puis à eux de continuer à s'investir alors qu'ils n'ont pas forcément la disponibilité pour s'ils devaient se déplacer. Si on regarde ceux qui en avaient déjà fait un petit peu avant, mais qui ont vu leur pratique renforcée pendant cette crise sanitaire, c'est des personnes qui étaient en emploi, des actifs, 25 ans, entre 25 et 34 ans, qui sont finalement en profil bénévole, là aussi, qui est un peu compliqué à capter parce que c'est souvent des personnes qui ont des enfants, qui sont en famille, du coup, pour qui c'est compliqué de se déplacer le soir, ou qui finissent tard le travail, qui voilà, se sentent pas forcément s'engager par ailleurs. La pratique du télébénévolat, là aussi, a été une opportunité pour les fidéliser un petit peu plus. De manière peut-être plus surprenante, c'est les 60-70 ans qui sont généralement les bénévoles les plus actifs en matière de temps dédié aux associations. C'est des profils qui déclarent voilà, plusieurs heures par semaine pour du bénévolat. Et donc là, le fait de proposer des missions à distance,
ça permet à ces personnes qui auraient commencé peut-être à abandonner leur mission bénévole parce que voilà, ils ont des gardes de petits-enfants, ils ont envie de se dédier à d'autres activités, ils n'ont plus forcément l'envie de se déplacer, de pouvoir leur proposer une autre manière de s'engager à distance. Donc tout ça, ces graphiques sont ressortis de cette étude Recherche et Solidarité que je vous invite vraiment à regarder pour qu'elle vous ouvre un petit peu vos chakras sur les missions de bénévolat à distance. Et bien sûr, les sources seront citées en annexe de ce support de présentation. Et maintenant, si on reprend ces derniers mois, l'expérience que vous avez acquise sur le numérique, le fait que vous ayez testé, mis en place plein de choses avec vos équipes salariées, avec vos bénévoles. Si je vous posais finalement la question inverse, pour vous, comment est-ce qu'on peut rater la mise en place d'outils numériques pour travailler à distance avec ses bénévoles? Qu'est-ce qui fait que, quand on a voulu mettre en place le groupe WhatsApp, ça n'a pas marché. Pour un petit peu partager notre expérience à tous autour de cette question. Comment est-ce qu'on rate complètement la mise en place d'un outil numérique pour travailler à distance avec ses bénévoles? Alors, je vous propose peut-être de réfléchir un petit peu chacun pour soi. On se prend une minute pour bien décortiquer la question. Et puis, idem qu'auparavant, on partage ces idées dans le chat. Ou celles et ceux qui souhaitent prendre la parole, bien sûr, n'hésitez pas à vous signaler pour que je puisse vous donner la parole. Donc vraiment, comment est-ce qu'on rate la mise en place d'un outil numérique pour travailler à distance avec ses bénévoles? Alors, je vois qu'il y a quelques réponses qui arrivent. Manque de formation, effectivement. Pour les moins à l'aise, manque de communication. Ouais, manque de communication qui est partagé également. Sur le pourquoi, voilà, on veut mettre la finalité de l'outil et une réticence à l'usage du numérique, tout à fait. Ouais, ne pas expliquer le fonctionnement de l'outil numérique, donc vraiment laisser les gens se dépatouiller avec ce qu'on leur propose. Ouais, Agathe, là, c'est une très bonne pratique que vous nous partagez, tout à fait. Il est important de prendre le temps d'expliquer le pourquoi, le comment, quel outil avant de leur proposer, vraiment de les impliquer. Le manque d'analyse des besoins, ouais, tout à fait. La peur de la perte du lien en réel, ouais. La déshumanisation du numérique, ça c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Je trouve que souvent, c'est relié au fait que les personnes ne se sentent pas forcément à l'aise avec l'outil. Et du coup, cette peur ressort davantage. C'est aussi lié à comment est-ce qu'on va communiquer sur cet outil, hein. Le fait d'expliquer au départ que la visioconférence ne va pas remplacer les réunions conviviales qu'on organisait en présentiel, mais que ça va compléter, que ça va proposer une autre manière de se réunir. Absence de règles de régulation, tout à fait, des règles d'usage. Très bien, oui. Ingrid, je vois votre commentaire. Alors peut-être que les échanges qu'on aura eus les uns avec les autres vous donneront peut-être plus d'idées sur comment est-ce que vous pourriez mobiliser vos bénévoles. Et encore la question de l'outil trop complexe et pas adapté à tous en fonction des niveaux de l'aisance numérique de chacun. Créneau horaire mal choisi. Super, je vois qu'il y a plein d'idées. On a généralement plus d'idées sur comment est-ce qu'on fait pour rater quelque chose que sur les bonnes pratiques. Mais du coup, ça nous permet de dresser déjà une liste de ce qu'on pourrait faire pour justement ne pas rater la mise en place d'outils numériques. Vous l'avez très bien dit, la question de la communication, la question de la définition de la finalité,
la question de comment est-ce qu'on va analyser les besoins des personnes avec qui on va travailler. Et pour ça, je vous invite à considérer le numérique, la mise en place d'un outil numérique, comme un projet en soi, comme un projet que vous pourriez mettre par ailleurs dans le cadre de vos activités, c'est-à-dire qu'il va falloir réfléchir aux objectifs, qu'est-ce qu'on veut en faire, quelle est sa finalité, aux étapes, aux activités clés qui vont permettre d'atteindre ces objectifs. Comment est-ce qu'on va diagnostiquer les besoins, qui est-ce qu'on va inclure dans la discussion, qui va piloter, qui va être un petit peu le pilote de l'avion de ce projet numérique, comment est-ce qu'on va former les utilisateurs. Ça, c'est des questions qui sont indispensables à se poser avant de mettre en place un outil numérique. Et nous, c'est vraiment la méthodologie en mode projet qu'on essaye vraiment d'appliquer à chaque fois qu'on veut conseiller une association, qu'on accompagne une association sur la mise en place d'un outil numérique. Donc là aussi, je pourrais vous envoyer quelques ressources pour justement mettre en place cette gestion de projet numérique. Alors j'entends quelqu'un qui a allumé son micro, je ne sais pas si cette personne voulait intervenir. Alors je crois qu'Isabelle, vous avez votre micro d'allumé. Ça fait quelques petits bruits parasites. Je ne sais pas si vous vouliez intervenir. Voilà, parfait, merci. Maintenant qu'une fois on a réfléchi à cette méthodologie de gestion de projet, finalement, la première étape, surtout quand on veut mettre en place un outil numérique, on veut commencer à initier cette réflexion en équipe et plus seulement porter le sujet tout seul, hein, parce que c'est généralement une personne au sein de l'équipe qui se dit « bon, il faut qu'on avance sur le sujet, qui doit se taper de tout faire ». Là, l'idée, c'est de pouvoir aussi le partager avec ses collègues, avec des bénévoles volontaires. Et souvent, les choix ne sont pas forcément faciles à prendre quand on n'a pas tous une compréhension des termes techniques qui se cachent derrière les outils numériques. Et finalement, on se rend compte que c'est hyper important d'acculturer l'ensemble de l'équipe, de bien comprendre de quoi on parle pour faire les bons choix, les choix des bons outils adaptés à ses besoins. Et c'est ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on puisse remettre à plat tous ces termes techniques, jargonneux, plein d'anglicismes, qui posent en fait plein de questions derrière pour nous permettre de faire les bons choix. Déjà, quand on choisit un outil numérique, va se poser la question du on-premise versus SaaS. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez déjà pu rencontrer. C'est une question qui est hyper importante et qui finalement pose la question du modèle de licence des solutions numériques, des outils numériques qu'on veut choisir. Le on-premise, c'est le fait d'acheter une licence une fois. Autrefois, c'était sur CD-ROM. Aujourd'hui, maintenant, on peut les télécharger depuis les sites des éditeurs de logiciels, de l'installer sur son ordinateur ou sur son réseau, de l'utiliser pendant 3-4 ans, et puis quand une nouvelle mise à jour était sortie avec de nouvelles fonctionnalités, il fallait racheter cette licence. Dans le on-premise, donc quand j'utilise ce logiciel sur mon ordinateur, toutes les données, les informations que je génère sont enregistrées sur mon ordinateur, sur mon disque dur. Donc, c'est à moi de veiller à ce que mon ordinateur fonctionne. C'est à moi de veiller à ce que les sauvegardes soient faites, qu'il y ait un antivirus installé sur mon ordinateur pour pas que mes données soient volées ou compromises. Donc, c'est vraiment moi qui gère tout. Si je fais l'analogie avec le restaurant, c'est quand je fais une pizza faite maison. Je fournis les ingrédients, les matières premières, l'infrastructure. C'est moi qui gère tout et c'est moi qui garde le contrôle de comment va être faite ma pizza. Et je sais ce qu'il y a dedans, je sais ce que j'ai mis comme ingrédient dedans. À l'inverse, et c'est le modèle de licence qui se développe de plus en plus en ce moment, c'est le modèle SaaS. Software as a Service. C'est l'anglicisme pour dire solution qui se trouve dans le cloud, qui est accessible via Internet. Et là, si je continue avec l'analogie du restaurant, pour rester très concret, c'est vraiment de se dire, vous mettez les pieds sous la table. Vous ne fournissez que l'ordinateur
et on va vous fournir le reste. Donc, vous ne savez pas forcément ce qu'il y a sur votre pizza, mais en tout cas, elle vous est présentée sans que vous ayez à cuisiner, à fournir l'électricité, la main-d'œuvre pour faire la pâte à pizza, etc. Dans le SaaS, c'est vos données qui sont hébergées dans le cloud. Vous ne vous occupez pas de la maintenance, les sauvegardes sont automatiques. En cas de panne, de bug informatique, c'est l'éditeur de logiciel qui gère. C'est hyper important de se poser cette question quand on veut choisir un outil on-premise versus SaaS, parce que ça pose la question de la mobilité. Est-ce que j'ai besoin d'accéder, de travailler à distance, en mobilité? Si c'est oui, du coup, on ira plutôt vers une version SaaS dans le cloud. Ça pose la question des compétences. Est-ce que j'ai quelqu'un en interne qui a les compétences suffisantes pour gérer un réseau, gérer la question des sauvegardes, de savoir résoudre des problèmes informatiques? Si c'est le cas, à ce moment-là, le on-premise peut vous correspondre. Ça, ce sont des questions qui sont aussi essentielles à se poser pour pouvoir faire les bons choix. Maintenant, si je choisis un outil SaaS, Software as a Service, qui est accessible en ligne depuis Internet, vous allez sans doute entendre parler du cloud. Là, je pense que je surprends personne. Le cloud, ou en bon français, informatique dans les nuages, donc c'est le fait d'accéder à un service depuis Internet. Par exemple, Zoom, le visioconférence, les données peuvent être enregistrées dans le cloud et c'est un service du cloud. C'est important de se poser les bonnes questions, notamment au regard des données que vous allez gérer, notamment si c'est des données sensibles. Donc, données sensibles, pour rappel, c'est tout ce qui a trait à données de santé et à l'orientation sexuelle des personnes, caractère politique, religieux, enfin voilà, il y a toute une liste qui est mentionnée par le Règlement général de la protection des données. Et c'est important de se poser ces questions puisque la localisation du serveur dans lequel va être enregistrées vos données va définir la législation en vigueur. C'est-à-dire que si vos données sensibles sont enregistrées sur un serveur localisé aux États-Unis, c'est la législation américaine qui va s'appliquer et non la RGPD. Ça peut être un point particulièrement important pour des associations de solidarité, des personnes qui font de l'aide juridique aux personnes sans papier, par exemple, de faire attention à ce que leurs données soient hébergées conformes à la RGPD en Europe. Donc ça, c'est quelque chose d'important à avoir en tête pour la question du cloud. Là, je vais vous citer quelques exemples voilà, d'outils cloud, Facebook, Dropbox et Gmail pour ceux qui l'utilisent. Maintenant, quand est-ce que je choisis des outils collaboratifs? Là aussi, c'est important de se poser cette question-là parce qu'on confond encore souvent collaboration et coopération. C'est deux états d'esprit complètement différents qui vont avoir une influence sur le choix de l'outil. La collaboration, c'est de se dire on va être plusieurs de différents services, de différents métiers, et on va écrire au même moment sur un même document. Et la concaténation voilà, de notre travail va par exemple aboutir à une demande de financement finalisée. La coopération, c'est sensiblement différent, c'est de se dire que chacun, avec ses compétences propres, va travailler sur un morceau de cette demande de financement. La compta sur le budget, la responsable com sur la mise en page et le responsable projet sur le contenu du projet. Et que la concaténation de ces différentes briques va aboutir à ma demande de financement finalisée. C'est important de se poser cette question de l'état d'esprit parce que derrière, ce n'est pas forcément un outil collaboratif dont on va avoir besoin. Un outil collaboratif, ça va nous permettre d'écrire au même moment sur un même document. Si c'est plutôt avoir accès à un document, mais pour lequel on n'a pas forcément besoin d'écrire au même moment ensemble, on n'a pas forcément besoin d'outils collaboratifs.
Ça, c'est quelque chose, je trouve, qui change un petit peu la manière dont on appréhende le choix des outils collaboratifs. Et alors, si on part sur le fait de choisir un outil collaboratif, quels sont-ils et qu'est-ce qui les spécifie? Un outil collaboratif, c'est du coup un outil, généralement hébergé dans le cloud, accessible via internet, sur lequel plusieurs personnes peuvent travailler au même moment de manière simultanée, avec différents, droits d'accès. On parle souvent de la personne qui est l'administrateur ou le propriétaire et puis celles et ceux qui peuvent modifier, apporter des commentaires ou simplement relire. Donc ça, c'est différents droits d'accès. Il en existe beaucoup. Là, je vous en cite quelques-uns. C'est des, outils collaboratifs qui peuvent être payants ou gratuits, propriétaires ou libres. Donc là, peut-être que vous en connaissez certains, Framaboard, de l'association Framasoft, Dropbox, Google Sheets de Google et les outils libres. Et d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire finalement outil libre? Alors peut-être que beaucoup d'entre vous savent ce que c'est. En tout cas, un outil libre, c'est la définition même, hein, c'est un outil pour lequel le code source est accessible à tous. L'utilisation, l'étude, la modification, la duplication, la diffusion sont permises et on n'a pas besoin à chaque fois de demander l'accord au créateur, de ce logiciel libre. Petite nuance tout de même, un outil libre n'est pas forcément gratuit, peut être aussi payant. Certains services, voilà, payants sont nécessaires à l'utilisation, d'un outil libre. Je pense par exemple à Tutanota, qui est un outil libre, un système de messagerie, payant puisqu'il faut payer l'hébergement, voilà, des mails, qui sont, enregistrés sur votre système de messagerie. À l'inverse, vous utilisez peut-être des services, de l'association Framasoft, par exemple les Framemo, Framaboard, Framadate. Tout ça, ce sont des services qui sont, hébergés chez Framasoft et qui sont mis à votre disposition de manière gratuite. Donc là aussi, c'est important de se dire, un outil libre n'est pas forcément, gratuit, il en existe des payants. Et bien sûr, plus on va vers un outil payant, plus, le service après-vente, le support, va être important et professionnel. Voilà pour un petit peu cette remise à plat des termes techniques du numérique. Donc là, vraiment, on est allé de manière très superficielle et assez vite sur ces outils techniques, mais c'était bien pour vous montrer qu'en fait, on ne peut pas faire les bons choix sur les outils numériques tant qu'on n'est pas tous, au même niveau sur la compréhension des enjeux et des termes qu'il y a derrière. Donc je vous invite, voilà, si vous souhaitez aller un peu plus loin, à, pouvoir, faire une veille assez active via le centre de ressources de Solidatech, via, des sites tels que AnimaFac, AssoConnect, pardon, qui proposent beaucoup de ressources en la matière pour partager ce savoir numérique en interne auprès de vos bénévoles et de vos salariés. La deuxième étape, pour mettre en place un outil numérique, c'est déjà de faire le diagnostic de ses besoins. Il y en a beaucoup qui le citaient, tout à l'heure dans le chat. Le fait de faire un petit peu, l'analyse des besoins de chacun, des bénévoles, des salariés. Qu'est-ce qu'on veut mettre en place, et pourquoi faire? Pour ça, bien sûr, on en disait, le diagnostic, ça doit être vraiment au service de votre projet associatif et de vérifier cette cohérence entre les outils numériques que vous souhaitez mettre en place et les objectifs de votre association. Il ne s'agit pas, bien sûr, d'aller voir, une association qui est proche de votre réseau, proche de vos activités et de se dire: «Ah bah tiens, parce qu'elle a mis en place un groupe, WhatsApp, super idée, moi aussi je vais le faire». On n'a pas tous, la même communauté, les personnes qui ne sont pas forcément, à l'aise avec le numérique de la même manière et cetera. Donc c'est vraiment reprendre à zéro les besoins, des personnes avec qui on a envie de travailler. La manière dont nous, on a travaillé dans le cadre de l'accélérateur, c'était de faire un diagnostic à différentes échelles. Déjà, d'aller voir vos bénévoles parce que, c'est important de les mobiliser pour les questionner sur, quels sont les outils numériques que vous utilisez aujourd'hui? Comment est-ce que vous percevez votre, niveau numérique? Déjà, pour que nous, ça nous donne des billes sur: «Ah bah attention, cette personne-là, elle a besoin d'être formée sur le numérique ou elle aura besoin qu'on soit derrière elle pour la rassurer» et cetera.
Et c'est aussi d'aller un petit peu les questionner sur leurs attentes. Si vous, aujourd'hui, en tant qu'association, vous ne proposez pas de mission de bénévolat à distance, mais que vos bénévoles ont envie, on voit qu'il y a un petit décalage et vous allez potentiellement avoir du mal à fidéliser ces personnes, à les mobiliser derrière. Donc, c'est vraiment aller à leur rencontre et leur poser ces questions de quelles sont leurs attentes, comment est-ce qu'ils voient leur bénévolat dans l'association, quel est leur niveau de satisfaction, etc. Il y a ce travail à l'échelle des bénévoles qui doit être complété avec un travail à l'échelle de votre organisation. C'est ce qui est mis en place aujourd'hui. Et c'est l'exercice que je vous propose là tout de suite, c'est de tester un outil de diagnostic, un questionnaire de diagnostic bénévolat et numérique que nous, on a créé, qui vise à vous donner un état des lieux à 360 degrés des outils numériques que vous utilisez aujourd'hui et de vous aider à définir ce que vous pourriez mettre en place demain. Ça vous donnera voilà, une vision 360 de ce qui est possible de faire et ça vous aidera également à prioriser ces chantiers numériques, d'initier cette discussion-là. Pour ce faire, voilà, à quoi ça ressemble. C'est un questionnaire avec des questions par thématique. Ici, je vous présente la thématique de gagner en visibilité sur le web pour recruter des bénévoles. Et ça va d'une question assez simple à une question plus complexe. Vous trouvez également en colonne différentes réponses possibles entre oui, j'utilise déjà, par exemple, ma charte informatique, ma charte graphique, j'en ai une, elle est définie. Non, c'est un travail en cours. C'est un travail en cours parce que voilà, je travaille avec un graphiste en ce moment et on est en train d'avancer. Non, j'en ai pas et j'en ai besoin. Non, je n'en ai pas et au contraire, j'en ai pas besoin. Ou je ne sais pas, en fait, j'en sais rien, il faut que j'aille à la pêche aux infos. Je vous propose de vous dicter ces questions-là et que vous puissiez apporter vos réponses sur un outil post-it, un outil libre que je vais vous partager tout de suite. Hop. Alors, pour ce faire, voilà, je vais vous envoyer comme ça, ce sera plus simple, via le chat, un lien vers un outil post-it. Il vous suffira de cliquer dessus. Une fois que vous aurez cliqué dessus, vous arriverez sur un tableau blanc où vous retrouverez en colonne les réponses possibles. Oui, je l'utilise, c'est en cours. Non, je ne l'utilise pas, mais j'en ai besoin. Non, je l'utilise et j'en ai pas besoin et je ne sais pas. Je vous propose de vous dicter les questions et de pouvoir écrire vos réponses sur les post-it. Alors, je vois qu'il y en a certains qui ont déjà trouvé comment générer des post-it en appuyant sur le petit plus en bas à gauche de votre écran. Vu qu'on est pas mal, n'hésitez pas à cliquer sur le plus et à tout de suite cliquer sur votre post-it, rester appuyé et le bouger ailleurs pour éviter qu'on vous le pique. Généralement, c'est un peu la course. Voilà, impeccable. Je vois que tout le monde est sur le post-it. Bien sûr, n'hésitez pas à me dire si vous n'arrivez pas à y accéder. Alors, par exemple, si je vous pose la question, avez-vous aujourd'hui une charte graphique? Une charte graphique, c'est un logo, des couleurs, une police définie pour votre association. Je vous invite à indiquer si oui, vous l'utilisez, oui, c'est en cours, non, vous n'en avez pas encore et vous en avez besoin, ou vous ne savez pas. Alors, avez-vous une charte graphique? Alors, association multicité, on a déjà une, impeccable. Alors, je vais faire un peu de place parce que là, je vois que ça se bouscule un petit peu. Association L'Espère aussi. CGE aussi. Like ton job également. Solentiel, c'est en cours. Voilà, vous êtes généralement beaucoup à avoir une charte graphique. Maintenant, si je vous pose la question de est-ce que votre site internet dispose d'une page dédiée aux futurs bénévoles? Une page, par exemple, nous soutenir avec des exemples de missions, des portraits bénévoles, bref, toutes les informations dont pourrait avoir besoin un candidat bénévole pour se projeter chez vous et éventuellement vous contacter si l'envie lui vient
de faire du bénévolat chez vous. Votre site internet dispose-t-il d'une page dédiée aux futurs bénévoles? Alors, c'est plutôt non, je ne lui... Ouais, vous n'en avez pas encore, mais vous en avez besoin. Ou, ouais, entre les deux, c'est en cours, vous n'en avez pas encore, mais vous en avez besoin. Impeccable. Et maintenant, troisième question, si je vous pose la question, utilisez-vous régulièrement les réseaux sociaux pour communiquer sur vos actions, diffuser des offres de missions bénévoles? Ou par exemple, utiliser Facebook ou LinkedIn pour partager des offres de missions bénévoles ou des appels à l'aide pour mobiliser des bénévoles. Utilisez-vous régulièrement les réseaux sociaux pour communiquer sur vos actions? Alors, c'est en cours. Oui, vous l'utilisez déjà pour l'association L'Espère. C'est en cours pour Yumi, OK. Association Multicité aussi. OK, très bien. Impeccable. Eh bien, vous voyez que ces questions-là, elles sont assez simples. Elles se répondent assez vite. Il y en a une dizaine par pilier. Donc on peut rapidement, voilà, y répondre. Maintenant, l'idée, c'est que, bien sûr, c'est pas aussi simple que ça. C'est d'aller creuser un peu plus loin, de se dire de: «OK, on a une charte graphique, mais qui est-ce qui s'en occupe? Est-ce qu'elle est satisfaisante aujourd'hui ou est-ce qu'au contraire, il faudrait peut-être un petit peu l'améliorer? Est-ce que tout le monde est au courant qu'on a une charte graphique et est-ce qu'elle est accessible à tout le monde?» C'est se poser ces questions pour vraiment, aller voir si, cet outil, cette charte graphique est satisfaisante aujourd'hui et partagée ou si au contraire, il y a peut-être encore des améliorations à apporter. Et une fois qu'on aura, vraiment creusé chaque sujet, donc là, on se rend compte que finalement, ça dure un peu plus longtemps, ça prend un peu plus de temps. Puis il va falloir aller à la pêche aux informations avec, l'ensemble des collègues et cetera, parce que c'est pas à nous tout seuls, derrière notre ordinateur, de se dire: «Bah oui, la charte informatique, elle est satisfaisante ou pas». C'est vraiment de voir si c'est quelque chose de partagé. Donc une fois qu'on aura fait ce travail pour creuser un peu plus, ces questions-là, on va pouvoir, les mettre sur une matrice, qui est ici un petit peu floue, j'en suis désolée, mais qui va reprendre l'ensemble des piliers qu'on retrouve à gauche et l'ensemble de nos réponses à droite, pour nous donner, voilà, cette vision en instant T des outils numériques qu'on utilise aujourd'hui, qui sont existants, et puis ceux qui sont à planifier à l'avenir. Et c'est là-dessus qu'on va pouvoir se baser pour, en équipe, pouvoir prioriser ce qui relève, voilà, de l'urgence ou au contraire ce qui peut attendre 3 mois, 6 mois ou voire l'année prochaine. Et une fois qu'on aura fait, voilà, ce travail de priorisation, on va pouvoir avancer sur ces chantiers en disant: «Bah, OK, qui est responsable? Qui va faire la veille? Qui va tester des outils? Qui vont faire les bêta-testeurs? Qui va assurer la formation?» et cetera, et cetera. Donc retrouver cette méthodologie de gestion de projet, hyper important. Cette méthodologie de diagnostic et ce questionnaire, bien sûr, vous pourrez le tester chez vous, puisque, le lien sera partagé sur le support de présentation. Donc là, je vous invite à aller tester ce questionnaire et puis, si, voilà, vous avez des retours à nous faire, je serai très heureuse de pouvoir, les recueillir. Et une fois qu'on a fait ce travail de diagnostic des besoins, qu'on est à peu près sûr, voilà, qu'il nous faut, des outils collaboratifs pour, écrire ensemble, l'idée, ça va être d'aller voir ce qui existe sur le marché. Aller s'inspirer un petit peu à droite à gauche, des outils, qui peuvent, voilà, nous sembler intéressants, qu'on pourrait aller tester et puis, voilà, faire son petit marché, sa petite étude comparative. Et c'est l'objet de cette dernière partie où je voulais en profiter pour vous présenter quelques outils numériques avec lesquels nous, on a pu travailler ces derniers mois pour vous aider à gérer, mobiliser et recruter des bénévoles. Et pour ça, je voulais vous commencer par vous présenter un outil base de données qui s'appelle Airtable. C'est un outil SaaS, donc un outil Software as a Service, accessible en ligne, un outil américain qui est malheureusement pas encore traduit en français, mais ça va venir. Donc pour ceux qui sont assez à l'aise avec l'anglais, c'est tout à fait adapté.
et qui va vous permettre, enfin nous, c'est la manière dont on l'utilise, de gérer vos bénévoles. Alors, ça se présente de cette manière-là. Voilà, donc vous y accédez en ligne. C'est un outil collaboratif, c'est-à-dire que vous pouvez le partager en équipe et plusieurs personnes peuvent travailler au même moment sur une même base de données. Alors, si vous travaillez avec plusieurs bénévoles sur un tableau Excel, Airtable, ça va vous parler parce que c'est un tableau Excel en beaucoup plus puissant. On retrouve notre tableur avec des colonnes sur lesquelles on va pouvoir ajouter des informations. Ici, vous avez ma communauté bénévole, par exemple, avec le nom, le prénom, la date de naissance, l'âge, le téléphone, l'email, toutes les informations qui vont être intéressantes et importantes pour moi de savoir en tant qu'association. La ville d'intervention, le département, si c'est un bénévole, mais aussi un adhérent. Ça, je sais que dans plusieurs associations, le statut peut être différent. Les missions souhaitées. Si j'ai fait un rendez-vous avec lui pour comprendre voilà, ce qu'il voulait faire, s'il a signé la charte du bénévolat, etc. etc. C'est vraiment quelque chose de très personnalisable. Hein. La force de Airtable, c'est que déjà, vous allez pouvoir faire le lien entre différents onglets, ce qui n'est pas évident sur Excel. Donc ici, j'ai mon onglet Contact, mais je vais pouvoir, par exemple, retrouver dans mon onglet Formation bénévole, hop, retrouver, alors je vais vous montrer une vue, voilà, retrouver l'ensemble des formations à destination de mes bénévoles que j'ai organisées. Alors, par exemple, le thème, la date, le lieu d'intervention, les formateurs, etc. Et retrouver de manière automatique l'ensemble des bénévoles qui figuraient autrefois, enfin qui figurent toujours dans mon onglet Contact, dans mon onglet Formation. Donc l'ensemble des bénévoles qui ont par exemple participé à la formation organisée des maraudes s'agrègent de manière automatique. Donc ça, c'est vraiment la force d'Airtable, c'est de pouvoir faire des liens entre les onglets. Là, je retrouve aussi l'ensemble des bénévoles qui ont participé à des missions particulières. Donc, par exemple, la maraude du 7 juillet 2020, eh bien, je sais qu'il y a Pierre Tran qui s'est inscrit et qui a participé. Et là, je peux voir de manière simultanée, en temps réel plutôt, le nombre de bénévoles qui participent à cette mission-là. La force d'Airtable, ça va être de pouvoir aussi proposer différentes vues d'une même information, une présentation différente. Par exemple, si je vais dans formation bénévole, je peux avoir un calendrier des formations, ce qui est hyper pratique pour moi qui les organise. Eh bien, je peux voir en fonction des dates qui ont été entrées, qu'il y a des formations. Alors là, bien sûr, on n'a plus en décembre ou en janvier. Alors, je ne sais plus quand est-ce que j'ai rentré les dates, mais du coup, c'est une présentation calendaire des informations des dates. Il y a aussi une présentation formulaire. Je vais pouvoir sélectionner des champs de mon tableur pour en créer un formulaire en ligne et permettre, par exemple, à des bénévoles de remplir ce formulaire quand ils sont candidats. Et les informations qu'eux vont remplir vont s'agréger de manière automatique dans mon tableur. Ça, c'est hyper pratique. Quand on a beaucoup de sollicitations mail, par exemple, de bénévoles qui disent « Ah oui, je serais intéressé de faire une mission, mais je ne sais pas, etc. » Vous mettez ce formulaire depuis votre site internet. Vous demandez aux candidats de remplir le nom, le prénom, leur numéro de téléphone, leur email, etc. La mission souhaitée, est-ce que les missions souhaitées, ils envoient le formulaire et vous, ça apparaîtra directement dans cette vue tableur. Et puis, vous saurez que, tiens, Samuel Carmichael vient de remplir ce formulaire, il faut que je prenne contact avec lui et hop, je peux l'appeler. Et moi, ça me permet derrière de mieux m'organiser. Donc, Airtable, c'est vraiment quelque chose d'assez fort. C'est un outil très puissant. Petite nuance quand même, c'est un outil dont les serveurs sont hébergés aux États-Unis. Et donc, si vous avez des données sensibles à gérer via cette base de données, ce n'est pas un outil, je trouve, qui est très approprié.
En matière de comptabilisation des heures bénévoles, ça souvent c'est un peu la croix et la bannière quand on fait la gestion à la fin du mois ou à la fin de l'année pour savoir combien d'heures bénévoles a bénéficié l'association pour qu'on puisse derrière les valoriser dans son budget, dans son bilan. Il y a un outil libre, très simple d'utilisation et gratuit qui s'appelle Bénévalibre qui peut vous permettre de faire ça. Comment ça se présente? Eh bien, c'est un outil SaaS. Là aussi, vous y accédez en ligne. Vous créez un compte. Alors, je ne vais pas vous montrer comment on crée un compte. C'est très facile. Hein, nom, prénom, adresse mail. Vous avez votre compte. Et vous allez pouvoir créer votre association. Par exemple, moi, j'ai créé l'association Les Ateliers du Bocage, pour lequel je suis référente. Et je vais pouvoir soit saisir un bénévolat pour dire, bah oui, j'ai des heures bénévolat à déclarer, soit voir le nombre total d'heures bénévoles déclarées par l'ensemble des bénévoles. Pour ce faire, je clique sur le profil de l'association, on retrouve une courte présentation, etc. Et ce qui va me permettre de voir l'ensemble des bénévolats, c'est en faisant un petit clic. Et là, je vois que Zoé Munch a déclaré des heures le 21 avril 2020, 2 heures, etc. Et ça, vous allez pouvoir proposer à l'ensemble de vos bénévoles de pouvoir saisir des heures bénévoles et vous aurez un tableau à la fin que vous pourrez exporter au format Excel qui vous donnera le nombre total d'heures déclarées sur le mois, sur l'année, etc. Comment ça se présente côté bénévole? Alors, je vais pouvoir vous présenter, voilà. Ça, c'est côté bénévole. Je ne sais pas si vous voyez toujours bien mon écran. Donc là, moi, vous voyez que je suis bénévole dans plusieurs associations, dont les Ateliers du Bocage. Et quand j'ai travaillé pour les Ateliers du Bocage, je vais pouvoir saisir un bénévolat en cliquant sur « Ajouter ». Voilà. Je vais pouvoir ajouter un titre pour permettre à la responsable qui va gérer les heures derrière de pouvoir s'y retrouver. Voilà, je vais pouvoir ajouter la date de début et la date de fin. Voilà, 28/04/2021, par exemple. Je vais pouvoir ajouter des heures. Je vais pouvoir ajouter une distance parcourue en kilomètres, ça, ce qui peut être aussi intéressant quand on doit défrayer des bénévoles qui se déplacent. Je peux aussi donner des niveaux. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez tout à fait configurer. Hein. Moi, c'est la manière dont je l'ai configuré. Des catégories, voilà, et une description, et je vais pouvoir l'enregistrer. Et ça, du coup, cette déclaration va pouvoir s'agréger à la liste que je vous montrais tout à l'heure. Donc, Bénévalibre, un outil libre et gratuit qui vous permet de faire la gestion plus rapide des heures bénévoles et de pouvoir les exporter au format Excel et ensuite de les valoriser dans votre budget, ce qui est quand même assez pratique. Et vous voyez, l'interface est assez ergonomique. C'est pas très compliqué côté bénévole. Il faut simplement sans cesse rappeler aux gens de les déclarer sur Bénévalibre. Donc, ça demande un petit peu de suivi. Voilà pour Bénévalibre. Et dernier outil pour le vote, parce que je sais que là, ça va être bientôt la saison des assemblées générales et conseils d'administration. Alors, on s'est dit que c'était peut-être intéressant de vous présenter un outil de vote en ligne, un outil gratuit qui s'appelle Ballotilo. Vous pouvez y accéder depuis l'adresse web ballotilo.org, qui va vous permettre d'organiser des élections en se disant qu'un vote égale une personne. Alors, la manière dont ça se présente, c'est que là, côté administrateur, donc j'ai créé un compte et je vais pouvoir créer différentes élections. Vous voyez ici l'historique des élections que j'ai pu organiser. Mais en tout cas, la manière dont je vais pouvoir créer une élection, c'est tout simple. Il va falloir ajouter un titre. J'ai du 22 avril, par exemple. On peut ajouter une description. On peut choisir si c'est un système de vote anonyme ou non anonyme. Ça c'est vraiment en fonction de vos statuts ou de vos règlements intérieurs.
Je vais pouvoir saisir la fin de l'élection. Par exemple, je veux que mon élection se clôture une semaine après, hop, le 5 mai, à 20h. Et ensuite, je vais pouvoir définir les votes. Alors là, il y a différentes options. Ajouter un vote simple. Par exemple, est-ce que j'approuve le rapport d'activité? Et là, on répond par oui ou par non. Est-ce que je peux ajouter un vote par classement? Donc là, c'est quand on a des élections, par exemple, au conseil d'administration. Donc là, on peut dire, hop, classer les candidats au CA selon votre préférence. Et ici, on va pouvoir définir les choix. Zoé, Émilie, Philippe, etc. On va pouvoir aussi définir un vote par approbation. Hop. Et donc là, idem, je vais pouvoir demander aux votants de choisir les candidats au conseil d'administration. Hop. Donc tout ça, c'est assez bien foutu, c'est bien expliqué. Vous voyez, il y a des exemples à chaque fois en dessous. Vous pouvez configurer le nombre d'approbations maximum par votant. Là aussi, c'est en fonction de vos statuts et vos règlements intérieurs. Et vous pouvez valider. Alors là, oui, c'est parce que je suis allée trop vite et que j'ai mal configuré. Mais bon, vous voyez à quoi ça ressemble. En tout cas, sur l'interface administrateur. Une fois que vous avez configuré votre élection, la manière dont ça se présente, c'est que le votant va recevoir un mail. Ce mail, ça ressemble à ça. Donc on va lui dire, voilà, vous avez été invité à participer au vote sur Ballotilo. Pour voter, vous avez un lien. Ce lien est personnel, donc à ne pas communiquer. Il clique sur ce lien et il va pouvoir trouver les questions qu'on aura configurées au préalable. Alors ici, c'est une copie écran, ce n'est pas forcément ce que je viens de configurer, mais en tout cas, on retrouve les questions simples. Approuvez-vous le rapport final? Les votes par approbation ou par sélection quand on a des élections au conseil d'administration, par exemple. Une fois que la personne a voté, voilà, vous pourrez voir côté administrateur que votre élection est en cours. Je peux voir que l'ensemble de mes votants ont participé et je vais du coup pouvoir voir les résultats de mon élection. Donc ça, si je reviens sur mon Ballotilo, voilà, j'ai une élection terminée, je vais pouvoir voir les résultats. Donc là, je vois que le oui l'emporte à 100% pour ma question numéro 1. J'ai mon classement des candidats au conseil d'administration et le nombre de voix recueillies par candidat. La petite nuance sur Ballotilo, c'est que malheureusement, il n'y a pas d'extraction Excel possible. Ça, c'est un peu fastidieux et qu'au moment où il faut rentrer les adresses mail de vos votants, donc c'est vraiment un votant égale une adresse mail. D'une part, il faut être sûr de l'adresse mail du votant, que ce soit une adresse sur laquelle il va régulièrement, qu'il consulte régulièrement, etc. Et que d'autre part, il va falloir les rentrer à la main. Et donc ça, quand on a plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de votants, c'est un peu chiant. Mais en tout cas, sinon, c'est un outil qui est assez intuitif, très facile de prise en main, gratuit et libre. Voilà pour Ballotilo et la gestion des AG en ligne. Et enfin, sur le recrutement bénévole, je voulais quand même avoir le temps de vous présenter un petit guide qu'on a pu créer dans le cadre de l'accélérateur, qui s'appelle le guide des plateformes de recrutement bénévole. Vous voyez, il en existe beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pense que j'en ai oublié. Vous avez peut-être entendu parler de Tous bénévoles, de Passerelle les compétences, mais il existe aussi Bénévoles, Webasso, EGE, Marseille bénévole, etc. Il y en a
plein et qui ont des manières de faire différentes, des cibles différentes. Et en tant qu'association, c'est important que je sache qui cible quoi pour que je puisse diffuser mes offres de mission bénévole sur les bonnes plateformes et auprès des bonnes structures de recrutement bénévole. Et pour ça, je vous partagerai également via le support de présentation un article qu'on a pu écrire sur la question, voilà, qui se trouve sur notre centre de ressources. Ce sera l'occasion d'aller vous y perdre, avec le lien vers notre guide, hop, qui sera au format PDF et qui vous permet d'avoir une vision assez large en fonction du public que vous voulez toucher. Est-ce que c'est plutôt des salariés en entreprise? Du coup, c'est plus intéressant de vous rapprocher de Vendredi, Coeo, Pro Bono Lab ou Nabi, par exemple, pour diffuser vos offres de mission bénévole. Est-ce que c'est plutôt un bénévolat long terme ou ponctuel sur une mission particulière que vous voulez recruter des bénévoles? Là aussi, il y a des plateformes qui se spécialisent en fonction de la durée du bénévolat et avec des petits tableaux récapitulatifs pour vous permettre de vous y retrouver. Donc, si ça vous intéresse d'aller creuser la question, n'hésitez pas à parcourir ce guide. Voilà pour la présentation rapide des outils numériques. Alors, je ne sais pas du coup si ça a soulevé des questions, c'est peut-être l'occasion qu'on arrive aux questions-réponses. N'hésitez pas à vous manifester via le chat ou à faire un petit coucou sur Teams avec la fonctionnalité lever la main pour que je puisse vous partager la parole. Alors, je vois que ça ne suscite pas... Ça peut être des questions sur ce qu'on a pu voir ensemble ou sur une fonctionnalité particulière de Ballotilo, Airtable ou Bénéval Libre. Peut-être dire un mot sur Bénéval Libre, Zoé, parce que peut-être que tout le monde ne voit pas l'intérêt forcément de comptabiliser les heures de bénévolat. Ça peut paraître effectivement un peu étonnant. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire pour une association, mais qui peut être intéressant puisque le fait de bénéficier d'heures bénévoles, donc du temps humain mis gracieusement à votre disposition, ça peut être quelque chose de valorisable dans votre budget. Intéressant quand vous faites des recherches de financement, notamment auprès des institutions publiques, de voir que vous avez des ressources humaines derrière qui peuvent vous aider à mettre en place certains projets. C'est intéressant de cette manière-là. C'est quelque chose qui n'est absolument pas obligatoire. Il faut répondre à certains critères. Il y a le guide du bénévolat qui est sorti par la DJEBVA, la Direction de la jeunesse, la vie associative, en 2019-2020, qui vous indique vraiment comment comptabiliser et valoriser vos heures. Est-ce que c'est une heure équivaut à, par exemple, un équivalent SMIC? Enfin, il y a toute une valorisation monétaire derrière, des calculs qu'il faut avoir en tête. Mais en tout cas, c'est surtout pour des questions de recherche de financement, je trouve qu'il y a de l'intérêt. Une question de femme. Peut-être sur ce point que le choix de monétariser ou pas les heures de bénévolat collectées doit être du seul ressort de l'association, et c'est un choix qui est un petit peu politique aussi. Il y a certaines controverses sur le fait de monétariser une ressource bénévole qui, par définition, n'a pas de contrepartie monétaire. Et ça peut être aussi simplement le souhait de montrer quelle est l'ampleur et l'intensité des forces vives que constitue cette ressource de bénévolat pour l'association. Tout à fait. Il y avait une question de Femmes pour le dire, Femmes pour agir sur le lien avec Airtable et CRM. Alors, comment reverser les noms avec Airtable dans le CRM? Alors, est-ce que, Isabelle, vous pourriez peut-être m'en dire un peu plus sur quel lien vous souhaiteriez faire et avec quel CRM?
Alors, on a Dynamics 365 de Microsoft. La question que je me posais, puisque si on met un formulaire d'inscription sur le site qui renvoie directement vers Airtable qui va donc gérer tout le contact. Après, comment je fais? Est-ce qu'il y a une clé API pour aller rechercher ça et reverser dans notre fichier de gestion des contacts directement dans le CRM, ou est-ce qu'il faut repasser par je ressaisis toutes les données, ce qui fait un double emploi qui n'est pas très intéressant. Ouais. Effectivement, c'est une vraie question. Et si vous utilisez aujourd'hui Dynamics de Microsoft, est-ce que vous avez l'abonnement Office 365? Oui, bien sûr. À ce moment-là, il vaudrait mieux rester dans l'environnement Microsoft pour éviter justement ces doubles entrées. Peut-être tester les Forms qui sont proposés via Office 365. Il y a une fonctionnalité formulaire en ligne qui peut être intéressante et qui est reliée en tableur Excel derrière, qui a le même avantage d'Airtable d'intégrer de manière automatique les informations qui sont remplies par d'autres. Donc, je vous conseillerais davantage de regarder d'abord cette piste plutôt que de multiplier les outils en dehors de Microsoft. Et je reviens sur la valorisation des heures de bénévolat en pied de compte de résultats. C'est très important pour montrer la dynamique de l'association. FDFA, on est 2 salariés à temps plein et l'apport des bénévoles, c'est 4 équivalents temps plein. Donc, c'est extrêmement important de dire que si on devait embaucher des personnes, ce serait 4 personnes pour faire tout le travail que nous apportent les bénévoles. Donc, c'est très apprécié effectivement des financeurs et en particulier des financeurs publics. Tout à fait. Merci Isabelle pour ce retour d'expérience. Il y avait une dernière question il y avait une autre question sur comment tu interviens et comment on fait pour te solliciter. Et peut-être que Zoé, tu peux nous parler de l'accélérateur, sachant qu'il y a une deuxième promo qui va s'ouvrir. Oui, alors le programme d'accompagnement, l'accélérateur sur le bénévolat et le numérique va en effet être réitéré cette année de mai à novembre. Donc, c'est un programme qui va inclure des formations collectives, un diagnostic plus poussé que ce qu'on a pu faire ce matin, des formations collectives, des ateliers individuels pour vraiment aller tester, balle au stylo, comment est-ce que je fais pour organiser mon AG en ligne, et puis on va pouvoir ensemble configurer, tester, etc. Ça, c'est l'appel à candidature qui va être lancé le 17 mai, mais à destination des associations de solidarité de Loire-Atlantique. Alors, je ne sais pas si parmi vous, il y a des associations de Loire-Atlantique. En tout cas, l'appel à candidature vous est largement ouvert. Il sera diffusé via notre newsletter. Donc là, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter de Solidatech sur notre site et sur les pages de nos réseaux sociaux, Facebook et Twitter et LinkedIn. Donc, n'hésitez pas à nous suivre pour que vous soyez au courant du lancement de cet appel à candidature. Et puis, il y a j'ai mis le lien du centre de ressources dans le chat de Solidatech. Il y a énormément d'infos sur les outils, sur les pratiques, sur les besoins. Enfin, vraiment, je vous conseille très fortement de vous rendre sur le centre de ressources. Il y avait une dernière question de Christophe sur les outils de vote en ligne. Et après, il faudra qu'on s'arrête pour respecter l'horaire. Tout à fait. Alors, les outils de vote en ligne sont-ils tous juridiquement opposables pour éviter toute contestation? Alors là, vous touchez du doigt, Christophe, effectivement, une question particulièrement importante pour l'organisation de votre AG à distance. Bien sûr que non, les outils de vote ne sont pas tous égaux juridiquement. Ballotilo, c'est un outil qui vous permet, grâce à un système de clés, on ne l'a pas forcément vu là tout à l'heure, mais de permettre d'identifier une adresse mail pour un votant. Donc, ça vous permet justement d'assurer que des personnes ne vont pas voter plusieurs fois. D'autres outils, si vous faites par exemple un Google Form, un Typeform, il n'y a pas forcément ce niveau de sécurité, donc on ne peut pas forcément s'assurer qu'un électeur va voter une seule fois. Parce qu'il n'y a pas cette vérification en fait, des adresses mail. Le lien, typiquement pour répondre, peut être partagé à d'autres. Et puis, nous, administrateurs, on va pouvoir voir
qui a voté, qui n'a pas voté. Donc, ce n'est pas forcément adéquat, surtout dans un contexte où voilà, il faut être particulièrement prudent sur les risques de contestation ou pas. Il y a des outils spécialisés, mais pour le coup qui sont beaucoup plus chers et qui sont plutôt destinés à des associations assez grosses ou à des fédérations, des réseaux d'associations. Je pense à Easy Quorum, à Vote, mais avec un 8 au milieu, alors je ne sais jamais comment le dire. Bref, des outils spécialisés qui vous permettent, en fait, par des systèmes d'authentification, de sécuriser le fait qu'un électeur égale une adresse mail et un vote. Mais on est plutôt sur des assemblées générales qui coûtent plus de 1 000 € hors taxe. Donc le coût de la sécurité, enfin, l'aspect sécuritaire a forcément un coût. Voilà. Pouvez-vous écrire ces outils? Alors oui, tout à fait. Vous retrouverez dans le support de présentation, voilà, je vais peut-être vous présenter ici. Hop, en annexe, donc l'ensemble des ressources qui vous auront été présentées ce matin, avec des tutoriels sur les outils qu'on aura pu présenter, et je vais en profiter pour vous ajouter le guide qu'on a réalisé sur organiser son assemblée en ligne, son assemblée générale en ligne, et qui présente les différents outils et qui fait une étude comparative de ces outils. Donc vous faites bien de me le dire, je l'ajouterai à la liste de ces ressources complémentaires, et tout ça vous sera partagé à l'issue de ce webinaire.